Alors, je n'aime pas les films français parce que c'est pas parce que j'ai envie de faire du French bashing, comme on dit, mais pour des raisons bien précises que je vais évoquer tout le long de cette vidéo avec des images pour illustrer mes propos. Et je pense que la plupart d'entre vous partagent mon point de vue. Et quand je dis que je n'aime pas les films français, ce qui n'est pas tout à fait vrai, sont les films français contemporains. Disons qu'à partir des milieu années 80, oui, 80 jusqu'à maintenant. Donc pour différentes raisons, niveau scénario, musique, jeu d'acteur, photographie, mise en scène, montage, voilà, un peu de tout ça. Bien sûr, il y a des exceptions, mais il y en a trop peu comparé aux années, disons, 50 jusqu'à 70, voire même 80. Alors certains d'entre vous vont penser que je suis un vieux nostalgique, réac, qui est resté bloqué dans son époque des années 50-60. Eh bien non, je suis né dans les années 80. Les films français des années 50-60, je les ai découverts très tard. Et ça m'a fait un choc de découvrir qu'à cette époque, on savait faire des films de différents genres, des comédies, des thrillers, des drames. L'époque où les cinéastes savaient filmer, éclairer, mettre en scène, les acteurs étaient bons. Voilà, je prends par exemple des cinéastes comme René Clément avec le film Plein Soleil qui date de 1960 et il y a eu un remake de Anthony Minghella, euh, le talentueux Mr. Ripley avec Matt Damon. Vous pouvez voir à travers ces photos, ce sont des plans remarquables, mémorables. Voilà, comparé à des films de maintenant comme Ala 2, Taxi 5, et j'en passe. Là, du même cinéaste, donc vous pouvez voir les images ici. Jeux interdits, qui date de 1952. Si vous ne connaissez pas, jetez-vous dessus. Je vous défie de regarder ce film et de ne pas verser une petite larme. Et on peut remonter encore plus loin avec Jean Renoir, avec les films La règle du jeu ou La grande illusion qui datent de 1937 et 1939. Là, pareil, c'était une mise en scène pleine d'inventivité, avec un rythme incroyable. On se fait pas chier, avec aussi un message, un contexte. Voilà, c'est pas un film creux, vide. Je pense aussi à Jean Cocteau avec La Belle et la Bête de 1946. Qui n'a pas vu cette image de rien que de l'affiche du film? C'est même sans avoir vu le film, on est marqué par ces images qui sont devenues presque, qui sont ancrées dans l'imaginaire, dans la conscience collective. Sinon, qu'est-ce que je pourrais te citer d'autre? Donc François Truffaut, François Truffaut que la plupart des cinéphiles connaissent. Je peux prendre les 400 coups qui date de 1959. Donc encore un film dont le personnage est un enfant, un ado. Le film tourne autour du thème de l'adolescence, des conneries qu'on peut faire à cet âge-là. Et puis, donc c'est super bien joué, c'est bien mis en scène. Après, on peut citer aussi le dernier métro, qui date celui-là de 1980. Tout se passe presque en huis clos dans un théâtre entre Gérard Depardieu et Catherine Deneuve. C'est une sorte d'histoire d'amour pendant la guerre. En fait, tout le film est super bien éclairé. Il y a une ambiance, il y a un cadrage. Je sais pas, il y a quelque chose voilà, qui est remarquable, quoi. Ensuite, on peut penser aussi à Henri-Georges Clouzot. Quel cinéphile ne connaît pas, rien que de nom, même sans jamais avoir vu ses films? Pour moi, le top, c'est L'Armée des Ombres. Ça se passe pendant la guerre avec un groupe de résistance. Alors, pareil, quand vous voyez sa mise en scène, le cadrage, la tension, l'éclairage, l'ambiance qui contribue à l'ambiance de ce film, c'est incroyable. Et enfin, on n'avait rien à envier au cinéma américain, quoi.
Et c'était tourné en 1969, 2 ans après le Samouraï, avec Alain Delon, et le Cercle Rouge aussi, qui date de 1970. Pareil, ce sont des films qui sont mondialement connus sinon au niveau cinéaste moins connu, qui est Robert Enrico, qui a fait Le Vieux Fusil, qui date de 1975, avec Philippe Noiret, que j'ai découvert par le biais d'une amie qui m'a montré ce film un jour. J'étais pas très chaud à l'époque pour voir un film français qui date et tout. Mais j'ai quand même accepté de voir le film et franchement, ce film est un bijou. Il m'a marqué. C'est un film très sombre. Ça pareil, ça se passe durant la guerre. Euh, il y a très peu de dialogue. Il y a une ambiance. Ça rappelle un peu les films de Sam Peckinpah, par exemple le film avec Dustin Hoffman, Le Chien de paille, voilà. Sinon, pour changer un peu de registre de genre, je peux citer aussi Jacques Tati. Là, on est dans la comédie. C'est les idées de mise en scène, de décors super inventifs de ces films. Elles sont hallucinants. C'est d'une ingéniosité. Par exemple, dans le film Playtime, voilà, il y a très peu de dialogue. Il y a presque pas du tout de dialogue. Mais on est scotché du début à la fin, du début jusqu'à la fin. On est émerveillé devant l'inventivité de sa mise en scène et c'est captivant, c'est drôle et il y a pas, quasiment pas de dialogue, il n'y a pas de dialogue du tout. D'ailleurs, je pense que Mr Bean, là, je pense c'est peut-être beaucoup inspiré de Jacques Tati, voilà. Vous avez aussi ses autres films, Les Vacances de Monsieur Hulot et j'en passe. Donc, je vais pas citer tous les films et tous les réalisateurs parce que ça prend beaucoup de temps. Et j'avoue que j'ai pas vu tous les films et tous les réalisateurs de ces époques-là. Mais rien que ces quelques exemples, vous pouvez voir la qualité du cinéma français à cette époque qui était capable de produire des films de qualité dans tous les genres, des thrillers, des comédies, des policiers, des drames. Donc avec vraiment des cinéastes qui étaient des artistes, qui avaient des idées, qui savaient mettre en scène, qui n'avaient rien à envier aux Américains. Au contraire, c'était les Américains qui étaient influencés, qui admiraient nos réalisateurs français. Je pense par exemple à Jean-Luc Godard, que j'ai pas vu aucun de ses films. En fait, son style la nouvelle vague, pour l'instant, ça me dit pas trop, mais voilà, c'est quand même. euh, on avait des cinéastes qui influençaient, qui marquaient l'histoire du cinéma mondial, qui influençaient les autres réalisateurs des autres pays, contrairement à aujourd'hui, quoi. Alors, quand je dis maintenant, je compte à partir des années 80, on va dire, au milieu des années 80 jusqu'à nos jours, et la disparition des cinéastes précédemment cités. Les films français sont devenus vraiment bah, inintéressants. D'ailleurs, comme le cinéma italien qui a connu un déclin. Euh, je ne saurais pas vous dire les raisons, mais bon, la plupart sont des comédies, disons-le, bof, avec une mise en scène inexistante, euh, cadrage, photo, jeu d'acteur, enfin voilà, tout le lot, quoi. Moi, je parle bien de la qualité artistique et non pas de leur succès populaire, hein. Même si les visiteurs, les ch'tis, intouchables, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, et d'autres, même s'ils rapportent des millions d'entrées, on peut pas dire qu'ils marqueront l'histoire du cinéma français et mondial, comme l'étaient Truffaut, Melville, qui sont connus et admirés dans le monde entier. De nos jours, quel cinéaste au monde est inspiré par Danny Boone, Lena Kash. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans les films français de maintenant? On va commencer par les genres. Le cinéma français, bah, de nos jours, c'est plus que enfin, c'est pas assez diversifié. La plupart sont des comédies, oui, il y a eu des essais de genres différents, mais ça s'est soldé par
nanar, des beats, il n'y a pas de savoir-faire. Je pense à par exemple à Bloody Mallory, Brocéliande, Vidocq, voilà, j'en passe. Là, il y a plus que des comédies populaires qui cartonnent certes au box-office, comme j'ai dit, mais là, on repassera pour ce qui concerne le côté artistique, quoi. Quand vous comparez la diversité du genre du cinéma américain ou même anglo-saxon en général, voilà, et qu'on ne me sort pas l'excuse du budget. Mais bon, ça, on en parlera plus tard. Alors, la mise en scène dans les films français, c'est dedans, je vais mettre tout ce qui est cadrage, photographie, voilà. Donc, il n'y a aucun effort qui est apporté. C'est de la paresse, c'est du manque d'inspiration. Bien sûr, il y a cette idée reçue voilà, du cinéma français qui est du chant contre chant. Et il y a aussi l'éclairage, la photo, où tout est bien, trop bien éclairé. Il y a pas de jeu d'ombre et de lumière. Il y a pas de, voilà. Là aussi, ne me parlez pas de budget. Prenez des films américains ou anglais, asiatiques, même les plus petits films. Il y a de l'inspiration dans la façon d'éclairer une scène. Euh, Qui connaît des directeurs photo français? Alors qu'on connaît des Janusz Kaminski, le directeur attitré de Spielberg, Roger Deakins, qui a travaillé avec Sam Mendes, Wally Fisher, Oyvind Hoytema, qui travaille avec Nolan, Linus Sandgren, qui travaille avec Chazelle sur La La Land, sur le prochain James Bond. Des plus vieux, on peut penser à Gordon Willis, qui spécialise dans la photographie un peu très sombre, qui a travaillé sur les parrains. Donc certains plans sont de véritables tableaux qu'on a envie d'imprimer, d'encadrer, d'en faire des tableaux et accrocher sur nos murs, quoi. Là, vous pouvez voir par exemple ces captures du film par exemple de Blade Runner, Minority Report. Voilà, ce sont des véritables tableaux, on dirait, de peintres. Et franchement, qui a envie d'accrocher sur son mur à la 2, Vidocq, Taxi 5, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Bienvenue chez les Ch'tis. Bon, certes, il y a des directeurs photo français talentueux, mais ils sont tous partis aux États-Unis. Donc, je pense à Philippe Rousselot qui travaille qui a notamment travaillé avec Tim Burton, Darius Khondji certes pendant un temps travaillé avec Jean-Pierre Jeunet, mais qui est parti aussi aux États-Unis pour travailler avec David Fincher par exemple. En France, il n'y a pas de films qui permettent à l'imaginaire, au talent, à la créativité de ces directeurs de photos, même aux compositeurs de s'exprimer. Justement, en parlant de compositeurs, on peut parler de la musique dans les films français. Est-ce qu'il y a un thème, un morceau de musique dans un film français qui vous marque? Voilà, la réponse est clairement non. Dans les films américains, la musique joue un rôle super important. Après, c'est presque un personnage à part entière qui participe à l'ambiance du film. Donc, je vous cite des thèmes que tout le monde connaît, comme Star Wars, James Bond, Indiana Jones, Mission Impossible, Harry Potter et bien d'autres encore. Ou encore des morceaux moins marquants, mais qui jouent un rôle important dans une scène. Qui connaît un compositeur français? Il y en a, mais là aussi, sont tous partis aux États-Unis. Je pense à Alexandre Desplat, Gabriel Yared, qui a composé la musique pour un Coraline. Bah, aux États-Unis, on connaît, ou même dans le monde anglo-saxon, on connaît plein de compositeurs célèbres, Danny Elfman, John Williams, Hans Zimmer, Thomas Newman, enfin, et j'en passe. Alors, les acteurs français, est-ce que j'ai besoin de vous énumérer le nom des acteurs américains ou même anglo-saxons en général? Voilà, et les acteurs français. D'un côté, tu as des performances nuancées, variées, subtiles, et de l'autre, tu as des acteurs qui surjouent ou sont des comiques, des one-man shows, qui se contentent de faire ce qu'ils savent, qui se font habituellement sur scène ou à la télé, sur grand écran, quoi. Je pense à Elie Semoun, Franck Dubosc, Dieudonné, à l'époque où il était encore autorisé à jouer dans les films, Kev Adams,
Christian Clavier ou j'en passe, voilà, ils font ce qu'ils savent faire de mieux. Même Alain Chabat, il y a pas vraiment de rôle de composition, quoi. Après, c'est pas non plus leur faute. Il y a de très bons acteurs français, mais malheureusement, les rôles proposés dans le cinéma français ne leur permettent pas de montrer leur talent. Quand dans les films américains, tu peux interpréter je sais pas, des sorciers, des cannibales, des pirates, des tueurs en série, des super-héros, des princesses. Et de l'autre côté, bah, en France, tu as le choix entre Monsieur Tout-le-Monde et Monsieur Tout-le-Monde, quoi. Et enfin, dernier point, c'est le montage. Montage et autres. Dans l'autre, j'inclus tout ce qui est montage, générique, transition, voilà, etc. Là, pareil dans le cinéma américain, on attache une importance dans le cinéma français, on s'en fout. Je pense aux films de David Fincher, Joe Johnston, Spielberg, les génériques de James Bond, Mission Impossible, Arrête-moi si tu peux de Spielberg, Seven, Fight Club. Chaque détail qui compose un film a de l'importance. Dans un film américain ou anglo-saxon, ou même asiatique, hein. Et là, dans un film français, tout ça, on s'en fout. Voilà, on s'en fout. Et c'est pas qu'une question de budget. Là, on en vient au sujet du budget, de l'argent. L'excuse qu'on entend souvent, c'est ah oui, oui, parce que les Américains, ils ont plus d'argent. Voilà, je dis non. Donc, je vais vous donner des exemples, des contre-exemples pour le prouver. D'abord, déjà une bonne idée, un bon scénario, un bon jeu d'acteur n'est pas une question d'argent. Par exemple, la façon de cadrer une scène de manière pertinente, de je sais pas, tu poses la caméra à gauche au lieu de la mettre à droite, euh, c'est pas une question de budget. Donc faire un gros plan au lieu d'un plan large ou voilà, sur une réplique particulière d'un personnage pour mettre en valeur un moment, une réplique, t'as pas besoin de budget pour ça. Par exemple, je vais vous donner des exemples de films faits avec des petits budgets, un budget de misère. Je pense par exemple à Following, le premier film de Nolan qui a coûté 6 000 $. C'était prenant, c'était quelle inventivité, quoi. C'est juste, il filmait dans la rue, il n'y avait même pas d'autorisation. Voilà, c'était un film fait à l'arrache comme ça et que c'était super bien. Voilà, prenez un film anglais comme Full Monty qui était fait pour 3 millions de $. Secret et mensonge, très beau film de Mike Leigh qui a un budget de 4 millions de dollars de livres. Layer Cake de Matthew Vaughan, encore les films de David Lynch, je peux continuer la liste comme ça, qui sont rien comparé au budget de Astérix aux Jeux Olympiques, au Astérix au Service Secret de Sa Majesté, les Bronzés 3, les Taxis, les Vidocq de Pitoff, Valérian de Luc Besson qui a coûté 250 millions de dollars ou 250 millions d'euros, et on voit le résultat. Donc on voit bien que l'argent n'a rien à voir avec la qualité d'un film. C'est pas parce qu'on a un gros budget qu'on fait un bon film. Alors les cinéastes français contemporains, qui sont des exceptions, je peux citer, je pense à Jean-Jacques Hano par exemple. Malheureusement, il ne fait plus de films. Jean-Jacques Hano, bah, c'est l'ours, le nom de la rose, Stalingrad, même si la plupart de ses films, il les a fait avec des budgets américains ou européens. Mais bon, voilà, c'est un exemple de cinéaste français qui a vraiment une signature, une patte artistique. Je pense aussi à Roman Polanski avec Rosemary Baby, Chinatown, Répulsion. Ça remonte, il en a pas fait depuis. Et le plus connu, c'est bien sûr Jean-Pierre Jeunet. Voilà, avec même si ses films ont décliné en qualité, mais il a vraiment pareil, une qualité, une identité visuelle. Là, vous connaissez tous Délicatessen, la Cité des Enfants Perdus, encore le plus connu, Amélie Poulain. Alors, pour conclure, donc j'ai cité que la plupart des films de cinéastes américains ou anglo-saxons, mais versus les films français, mais je peux aussi rajouter des films, des cinéastes asiatiques. Je vais citer en vrac comme Wong Kar-wai, Park Chan-wook, avec des films comme Old Boy, Parasite. J'ai rencontré le diable, John Woo, enfin bref. Il y a encore tellement de choses à dire, mais je pense que
avoir couvert tous les aspects qui font que le ciné français n'est plus ce qu'il était dans les années 50, 60, 70, et à part quelques sursauts tels que Jacques Audiard ou Albert Dupontel, mais on est loin de ces époques où le ciné français était connu et reconnu dans le monde entier. En fait, le problème du cinéma français, il n'a pas su se renouveler. On n'a pas retrouvé l'équivalent des Godard et Melville, alors que dans le cinéma américain, les talents sont renouvelés constamment avec des Fincher, des Damien Chazelle, des Nolan, des Aronofsky. On reste pas bloqué avec les mêmes Spielberg, Coppola, Scorsese. D'ailleurs, et même les vieux cinéastes américains ont su se renouveler, se mettre à jour avec leur époque, en fait, au niveau de leur mise en scène et leur écriture. Prenez un film de Spielberg de l'époque de Jaws, Always, 1941, et regardez comparé avec celui de ces films comme Minority Report, Jurassic Park, La Guerre des Mondes, ou un Scorsese entre Mill Street et Le Loup de Wall Street. Encore un George Miller qui a maintenant quoi, 75 ans, et regardez son Mad Max Fury Road dernièrement, et comparez ça avec un Weber, Pires, Mocky, Lelouch. Voilà, ils sont à l'ouest, ils sont plus à la page. Donc voilà les amis, c'était mon petit sujet du jour pour changer un peu des présentations de Blu-ray.